Police, lâche ton arme. Joue pas au con. Bon ben, il a joué au con. Mais il a lâché son arme. Bon les amis, vous l'avez compris, je viens depuis peu d'intégrer la police de Farmington. Je fais équipe avec Vic Mackey au sein de la Strike Team. Et le job, ben, c'est de dégommer du Bizlat ou du Y-Niners, hein, les fameux gangs de Los Angeles. Et croyez-moi, il y a du taf. Alors pour ce faire, je me suis équipé de la même arme que le patron, à savoir un superbe Smith & Wesson 45-06 1, calibre 45 ACP évidemment. Bon voilà, et ben j'y retourne, hein, il y a du boulot, je vous retrouve très vite et je vous dis à tout de suite. Ciao. Il bougeait encore le con. Ah, vous êtes là. Je suis en train de taper le rapport sur la fusillade. Bon, ben, je le finirai plus tard. Bon, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que ma petite vidéo d'introduction que j'ai tournée au stand vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, mais bon, on va pas se mentir. Je ne serai pas nominé aux Oscars du meilleur acteur cette année. Mais peut-être l'année prochaine. On verra. Bon, il ne vous aura pas échappé que dans cette vidéo d'introduction, je mentionne des références, puisque je parle de la police de Farmington, je parle de Vic Mackey, la Strike Team, etc., Los Angeles. Je pense que les plus avertis d'entre vous auront compris de quoi je parlais et de quoi on va parler aujourd'hui, puisqu'effectivement, toutes ces références, bah, c'est ça. Et oui, The Shield, cette fameuse série policière américaine qui est sortie en 2002, qui comporte 7 saisons, ça s'est terminé en 2008, et qui raconte la vie d'un commissariat, et en particulier de la brigade anti-gang de ce commissariat, donc la fameuse Strike Team. Et dans cette série, Vic Mackey, qui est le héros, qui est incarné par Michael Chiklis, qui a un charisme de dingue. Alors Michael Chiklis n'est pas très grand, mais il est trapu, il est costaud, puis il crève l'écran. Je ne vais pas dire qu'il porte la série à lui tout seul, mais on imagine mal quel autre acteur aurait pu incarner ce rôle, tellement il le vit. Enfin voilà. Je pense que vous avez tous vu cette série, et pour ceux qui ne l'ont pas vue, je ne vais pas spoiler de toute façon. Mais c'est une série... alors je sais, attention, on est là pour parler d'une arme, d'accord. Mais cette arme, je ne l'aurais pas, elle ne serait pas là s'il n'y avait pas la série. Parce que comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est une arme, alors je disais que je la cherche depuis 20 ans, mais c'est faux parce que en fait la série elle s'est terminée en 2008, et moi j'aime bien voir les séries quand elles sont complètes, donc je démarre jamais une série au début, j'attends qu'il y ait l'intégrale pour la visionner, donc j'ai dû visionner ça en 2009 en fait, donc ça fait quoi, 13 ans, en gros, c'est pas vieux, moins de 15 ans en tout cas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, putain, ce flingue, il est génial et tout, il me le faudrait. Et puis j'étais quand même, je travaillais beaucoup plus, je voyageais beaucoup, j'étais moins dispo, on va dire, pour les armes. Et du coup, c'est passé aux oubliettes, et puis voilà. Et puis il y a 1 mois et demi, 2 mois à peine, je me suis dit, tiens, je me referais bien la série The Shield, que vous pouvez voir sur Amazon, l'intégrale, et là je suis retombé sous le charme. Voilà. Donc je me suis dit, bon, il faut absolument que j'arrive à me procurer cette arme. Ce qui n'a pas été très facile, dans le sens où je l'ai très vite trouvée, mais en fait il n'y en avait que 2 à vendre, une en France, celle-là, et une au Luxembourg. Enfin, je crois que c'est chez la Gardner, je crois que c'est au Luxembourg, la Gardner, et c'est tout. Voilà. Et moi je voulais ce modèle précisément, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs variantes, mais moi je voulais celui-là. Donc voilà, il est devant vous et j'en suis très heureux. Simplement, voilà, il n'y aurait pas cette arme s'il n'y avait pas la série. Donc je vais me permettre quand même de vous parler un peu de cette série, parce qu'elle est très particulière, et vous verrez que elle n'est pas sortie de nulle part, cette série. Alors, ça raconte donc cette histoire de commissariat, Farmington. Farmington est un quartier fictif qui fait en fait référence au quartier Rempart. Et là, pour les plus férus d'entre vous, vous dites, mais Rempart, ça me dit quelque chose, il n'y a pas eu un scandale avec des policiers au commissariat de Rempart. Eh bien oui, justement, parce que cette série, elle est basée sur des faits réels qui se sont produits fin des années 90
en 98-2000 exactement, et qui a vu plus de 70 policiers se faire arrêter, incarcérés, jugés, incarcérés, pour tout ce qu'on voit dans la série en fait. La série est quasiment un copier-coller de ce qui s'est réellement passé dans la police de Los Angeles à l'époque. Je vais y revenir. Alors cette série, évidemment, elle est... quand le pilote a été diffusé la première fois, donc en 2002, ça a fait scandale. Ça a fait scandale. Pourquoi? En tout cas, ça a fait une grosse polémique, parce que on n'avait jamais vu une série policière aussi violente. Alors violente, violence physique, violence verbale, c'est quand même assez cru, violence psychologique, violence situationnelle, et donc bon, voilà, c'était du jamais vu à l'époque, et c'est vrai, quand j'ai vu le premier épisode, je peux vous assurer, je vais pas le spoiler, hein, mais quand j'ai vu le premier épisode, surtout la fin, comment le premier épisode se termine, passez-moi l'expression, mais moi j'étais sur le cul, quoi. Je défie quiconque de savoir ce qui va se passer à la fin du premier épisode, parce que on peut même pas l'imaginer. Voilà. Il se passe un truc de dingue. Voilà, et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Bon, on le comprend évidemment avec les épisodes suivants, mais autrement dit, c'est une série qui rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. Il n'y a pas, c'est pas progressif, en disant, au début on se fait des bisous, après on se tire dessus. Non, on se tire dessus directement, quoi. Donc ça rentre vraiment dans l'art, et puis ça développe au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est une série culte, quoi. Voilà, ça a cartonné dans le monde entier. Alors cette série, elle est authentique, en plus, pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle est basée sur des faits réels, donc, que je vais vous raconter, parce que vraiment ça vaut le coup. Elle a été tournée en 16 mm, donc avec une pellicule 16 mm, ce qui a, alors au départ pour des raisons économiques, parce que bon, le budget n'était pas énorme, et puis ils se sont rendus compte que ça donnait un grain, ça donnait une image un peu sale, un peu trash, et vous allez comprendre pourquoi j'emploie ce mot trash. Et la troisième raison pour laquelle cette série est authentique, c'est que ils ont réellement tourné dans les quartiers où il y a les gangs, et les gangs, pour autoriser le tournage, ont dit, nous, on veut on veut apparaître. Voilà, donc vous avez des gangs de rue dans la série qui sont incarnés par des vrais gangs de rue. Voilà. Alors, je ne pourrais pas vous dire quel personnage et tout ça, c'est ce que raconte la fiche technique de la série. Hein. Je veux dire, je ne sais même pas combien ils étaient, mais bon, peu importe, il y a des vrais gangsters, on va dire, dedans. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte évidemment la vie de ce commissariat, et essentiellement de la brigade anti-gang, la Strike Team, qui est menée par Vic Mackey, qui est armé de cette arme-là. Si vous voulez, c'est une brigade anti-gang qui, son job, c'est de maintenir l'ordre dans les rues et de maintenir la paix le plus possible, mais au prix d'énormément de compromis, en fait. Ils franchissent la ligne rouge régulièrement, mais ils reviennent. Et puis, enfin, vous voyez, voilà, les passerelles sont là. Ils vont favoriser un gang pour avoir la paix. Ils vont même trafiquer de la drogue, ils vont les meurtres et tout. Enfin, tout ce qu'il y a eu dans les faits réels se retrouve dans la série. C'est quasiment un copier-coller. Mais voilà, les compromis, il y a une très jolie phrase qui dit « Accepter un compromis aujourd'hui, c'est être vaincu demain ». J'aime beaucoup cette phrase. La série illustre bien ça, c'est que ça finit très très mal pour tout le monde. À force, à un moment donné, vous franchissez la ligne, vous revenez dans le droit chemin, entre guillemets, et puis vous y retournez, et puis à un moment donné, vous revenez plus du tout dans le droit chemin. De policier, vous n'avez plus que la plaque. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé à la fin des années 90 dans la police de Los Angeles. Alors il faut savoir que depuis les années 70, il existait au sein de la police municipale, parce que vous savez qu'il y a des milliers de polices aux États-Unis. Hein. Il y a la police fédérale, il y a la police d'État, il y a la police de comté, la police municipale. Mais tout ça, c'est des trucs très indépendants des uns des autres.
Et donc, cette police municipale de Los Angeles, qui est une des plus importantes des États-Unis, avait créé dans les années 70, avec l'accord du maire, des unités trash, c'est pour ça que je parlais de trash tout à l'heure, les unités trash. Alors trash, j'ai pris des notes quand même, parce que mon anglais est complètement nul, vous le savez. Trash, ça veut dire Total Resource Against Street Hoodlum. Alors en français, ça serait ressources totales contre les gangs de rue. Voilà. Et la police de Los Angeles voulait un petit peu casser l'image glamour des gangs. Voilà. Notamment à travers la musique, plus tard à travers les clips où on voit les mecs qui sont blindés de fric, ils ont des belles bagnoles et des nanas à poil partout. Donc évidemment, les jeunes étaient plutôt incités à rejoindre les gangs, etc. Bon, on sait comment ça fonctionne. Mais voilà, il s'est élevé des voix communautaires pour protester contre cette appellation trash. Et du coup, le T de Total, Total Ressources, machin, a été changé par le C de Community. Donc, au lieu que ce soit ressources totales, c'est communauté de ressources contre les gangs de rue. Voilà. Donc, ça s'est appelé après le crash, comme vous pouvez voir sur cette petite vignette. Alors, ces unités crash, eh ben, voilà, c'était la strike team de Farmington. On est au cœur de Los Angeles. En tout cas, dans la série, on est au cœur de Los Angeles. C'est Echo Park, c'est Silver Lake, c'est Sunset Boulevard, et c'est le quartier Rempart, donc qui s'appelle, alors Rempart dans la vraie histoire, et qui s'appelle donc Farmington dans la série. Mais ça raconte la même chose, voilà. Et ces brigades anti-gang, ces brigades crash, et ben ce sont, voilà, on sait comment ça fonctionne, hein, c'est des flics de terrain, ils passent plus de temps avec les gangsters qu'avec leur propre famille, donc au bout d'un moment, ben, on prend quelques libertés, on trafique, et jusqu'au meurtre, et jusqu'à... Enfin, franchement, c'est un truc de dingue, et en fait, ce scandale Rempart, ce qu'on a appelé le scandale Rempart, dans les vrais faits, ça a été le plus grand scandale de corruption policière de toute l'histoire des États-Unis. Voilà. Plus de 70 policiers arrêtés, quoi. Et tous appartenant aux brigades crash. Alors pas simplement la brigade Rempart, ce qu'on appelait la division Rempart, mais aussi des autres unités crash, des autres commissariats. Mais enfin, plus de 70 policiers d'un coup, quoi, qui sont tombés, quoi. Enfin bref, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller fouiller sur Internet. Vous tapez scandale Rempart. Alors Rempart avec R-A-M, enfin avec un A au lieu d'un E, mais c'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, la série The Shield devait s'appeler Rempart, tout simplement, et la police a refusé, parce que le lien était trop évident avec le scandale Rempart. Donc ils ont appelé ça The Shield, qui veut dire bouclier. Rempart, bouclier, bon, on est sur quelque chose de similaire. Bon, toujours est-il que voilà. Alors cette série, elle est vraiment incroyable. Donc je vous invite à la voir ou à la revoir, vous ne serez pas déçus. Même si elle a un peu vieilli, moi j'ai été repris dedans tout de suite, quoi. Voilà. Même si c'est une série qui m'a tellement marqué que je me souviens de beaucoup de choses. Et qu'au fur et à mesure que... Là je suis à la saison 4 ou 5, et je sais quasiment ce qui va se passer dans les grandes lignes. Mais le plaisir est toujours là. Donc je vous invite vraiment à y aller. Bon, on va enfin parler de ce pistolet. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, je suis tombé amoureux, mais vraiment, quoi. Vraiment. Vous savez que... Alors il est en 45 ACP. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que j'ai eu beaucoup de Colt 1911, qui est une arme que j'adore aussi. Mais très franchement... vous me mettez un 1911, j'en ai plus d'ailleurs, j'ai vendu le dernier que j'avais il y a un mois ou deux. Et mais vous me mettez un 1911, vous me mettez ça, je pars avec celui-là. Je le trouve plus beau. Je l'ai mieux en main. Alors c'est un monocolonne, mais il est quand même assez épais. Il est un peu plus gros et plus lourd que le 1911. Et je l'ai mieux en main parce que la poignée est un peu plus grosse. Alors elle est en réalité un petit peu trop grosse pour moi. Voilà. Mais elle me va bien, quoi. Voilà, elle me va bien.
Et puis, je lui trouve un look d'enfer, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, voilà. En plus de ça, il a une réputation, parce que je suis quand même allé vérifier un petit peu, c'est une arme à laquelle je m'étais jamais intéressé en dehors de la série. Hein. Donc, j'avais pas fait spécialement de recherche dessus, et évidemment, pour en acquérir un, j'ai fait pas mal de recherches, et il s'avère que il a la réputation d'être indestructible, et même de fonctionner avec des pièces cassées, donc enfin voilà, en tout cas altérées. Et ben ça marche quand même. J'ai pas essayé, mais tout le monde dit que vous pouvez chambrer une douille vide, ça chambre, pas de problème. J'ai jamais essayé, moi j'essaierai, je vous dirai si c'est vrai ou pas. Mais enfin, il y a beaucoup de forums aux États-Unis qui en parlent et ça doit être vrai. Et il a une réputation de solidité, c'est 1,2 kg d'inox américain. On est vraiment sur de la fabrication. Voilà, et croyez-moi, quand vous avez plus de munitions, vous le jetez à la tête du gars et il va pas se relever de sitôt. Enfin bref, voilà. Donc maintenant on va parler un petit peu de cette arme, ce qui nous oblige, si vous êtes d'accord, à un petit retour en arrière, parce que cette arme elle n'est pas arrivée toute seule. Hein. Il a fallu qu'il y ait des modèles précédents pour pouvoir arriver à celui-là. Donc vous savez que chez Smith & Wesson, alors Smith & Wesson fabrique des pistolets. Son premier pistolet c'est le modèle 35, ce qu'on a appelé le modèle 35, qui est sorti en 1913, donc c'est le modèle 1913 ou modèle 35, peu importe, c'est du même qu'il s'agit, mais ça n'a jamais vraiment décollé hein, chez Smith & Wesson. Et puis il faut dire qu'en même temps, même un peu avant, il y avait le 1911 de Colt, qui a été insurclassable, quoi. Enfin voilà, il a tout raflé. Donc ça a été très difficile pour Smith & Wesson de se faire une place dans le monde du pistolet semi-automatique. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1949, les ingénieurs, le bureau d'études et tout ce que vous voulez, se sont dit qu'il faut qu'on planche sur des pistolets, et que Smith & Wesson a lui-même qualifié de première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc on va décrire un petit peu ces générations pour arriver à celui-là. Donc la première génération, vous le connaissez peut-être, c'est le Smith & Wesson 39. 39 donc, qui a été commercialisé à partir de 1955, la même année que Colt sortait son Colt Python d'ailleurs. Et donc Smith & Wesson donc, sort ce modèle 39 qui a un gros succès. Voilà, c'est du 9 mm Parabellum, on est encore sur des petites capacités, c'est du 8 coups. Mais à partir du modèle 59, qui est le modèle suivant, qui est un modèle 39 amélioré, la capacité passe à 14 coups, donc on est déjà sur quelque chose de plus sympa, et qui sera commercialisé de 1971 à 1981. Ça, c'est ce que Smith & Wesson appelle la première génération. Et la deuxième génération, qui débute en 1980, c'est toujours le modèle 39 et 59, mais avec des variantes. Carcasse alu, version compacte, et le premier dispo en 45 ACP. Donc on quitte le 9 para, et on passe aussi sur du 45 ACP. Alors il faut savoir que le 45 ACP de la deuxième génération, c'est le 645. Voilà, que vous voyez là. Le 645, il a été rendu célèbre aussi par Deux flics à Miami, puisque Sonny Crockett, incarné par Don Johnson, qui était mon idole à l'époque, parce que quand Deux flics à Miami est sorti, moi j'étais complètement dingue. Et alors, savoir que Don Johnson, il utilise dans le premier épisode un P220, un SIG P220, ensuite un Brenten, mais avec beaucoup de problèmes sur le Brenten, hein. Tout le monde sait que ça marche pas très bien, même si je trouve ça très beau, ça marche quand même pas très bien. Et à partir de je sais plus quel épisode, il passe sur le Smith & Wesson 645, qui a une silhouette, vous l'avez vu, assez semblable à celle-là, puisque le 645, c'est, on va dire, l'ancêtre direct de celui-là. Le 645, il a été fabriqué de 85 à 88. Voilà, et celui-là a démarré en 88, donc vous voyez le lien direct. Enfin bref, et on arrive donc à la troisième génération, qui sont celui-là, qui est l'aboutissement, avec des variantes que je vous montre à l'écran. Enfin j'espère, parce que en fait je vais incruster les images après avoir tourné cette vidéo.
Et du coup, si j'y arrive pas, parce que vous savez que moi, le montage et tout, ça fait deux, si j'y arrive pas, bon, je me débrouillerai pour y arriver. Bon, voilà. Donc vous verrez les images des variantes du 4506, puisqu'il y en a qui ont la crosse droite, l'arrière de la crosse droite, il y a des hausses différentes, il y a le pontet carré, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le dernier qu'a sorti Smith & Wesson, le 4506-1. Voilà, c'est la dernière version de cette série-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que c'est un peu obsolète, on va pas se mentir, c'est un peu obsolète, dans le sens où c'est un monocolonne, il y a 8 coups dans le chargeur, hein, dans la chambre, bon, ça reste quand même le plus bidon des Glock, encore c'est pas bidon un Glock, hein, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais enfin je veux dire le plus petit des Glock, presque il a autant de coups dans le chargeur que celui-là. Bon, et puis il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand Smith & Wesson sort sa deuxième génération, donc on l'a vu en 1980, qu'est-ce qui sort en 1980 et qui cartonne pas tout de suite, mais qui sort quand même en 1980, c'est le Glock 17. Voilà, et le Glock 17, il s'est imposé partout dans le monde. Et donc du coup, Smith & Wesson est passé aussi après ça aux carcasses polymères, etc. Donc c'était... En fait, ces flingues-là, ils ont eu du succès parce que tout le FBI s'en est équipé. Voilà, des modèles 39, 59, 645, des modèles en 10 mm auto, enfin voilà, il y a eu du 40 Smith & Wesson, il y a eu, enfin voilà. Et donc le FBI a passé beaucoup de commandes chez Smith & Wesson, du coup ça a popularisé quand même cette arme, et bon, il y a eu une certaine diffusion, quoi, voilà, on va dire. Mais même aux États-Unis, c'est un exemplaire qui est assez recherché, même s'il n'est pas très coté, hein, ça vaut 500 balles. Hein. Il est quand même, bon, il bénéficie, on va dire, d'une petite mythologie. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis, là-dessus? C'est que je ne l'ai pas énormément essayé. J'ai tiré une boîte en cible. Et franchement, bon, on va pas se mentir. Ça fait 3 fois que je dis on va pas se mentir. On va pas se mentir, 4. Je suis pas un excellent tireur, je l'ai été. Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Donc maintenant, quand je mets tout dans le noir, franchement, je suis le plus heureux. Voilà, j'ai pas besoin de faire des 10. Je mets tout dans le noir, ça me va bien. Bon là, je mets pas encore tout dans le noir. On va dire que j'en mets 8 sur 10. Mais bon, ça m'arrive d'en mettre dans le blanc quand même. Donc je maîtrise pas encore complètement, mais je viens de l'avoir et j'ai tiré qu'une fois avec. Hein. Et puis après, j'ai tiré sur un gangster. Donc bon là, quand même, j'ai mis 3 bastos plus 2 à la fin parce qu'il bougeait encore. Hein. Donc, enfin bref. Bon, les amis, on rigole. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous montre peut-être un petit peu mieux, mais là je suis loin de la caméra en fait. C'est pas comme mes vidéos précédentes. Je suis loin de la caméra, vous voyez pas bien. Il va falloir que je trouve le système pour faire zoomer ma caméra, et puis voilà, enfin je sais pas, vous savez que je maîtrise pas trop bien tout ça. Mais ça va venir, voilà. Je suis amoureux de cette arme, et je dois dire que j'espère la garder le plus longtemps possible, hein, même si vous savez qu'il y a un gros turnover dans mes coffres. J'espère quand même la garder le plus longtemps possible. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, et surtout... posez-moi des questions pour la vidéo FAQ, que ce soit dans la précédente vidéo ou dans cette vidéo-là. Allez-y dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Vous avez envie de savoir ce que je pense du port d'armes citoyen, ce que je pense de tout ce que vous voulez. Voilà. Allez-y et je répondrai en toute transparence. Voilà, vous l'avez vu, moi j'ai un rapport de police à finir. C'est un peu compliqué parce qu'on va me dire, Eric... chaque fois que tu sors ton arme, il y a 2 mois de paperasserie derrière. Hein, c'est le fameux truc de Harry Galligan dans l'inspecteur Harry. Mais bon, voilà, il faut que je m'y colle. Bon, je vous dis à très bientôt les amis, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à revoir The Shield, renseignez-vous sur le scandale Rempart, c'est fascinant. Moi je vous ai fait un condensé, mais c'est quand même très très intéressant. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un copain qui a cet exemplaire-là, faites-vous plaisir. Demandez-lui de tirer avec, vous verrez, c'est que du bonheur.
Et puis, il respire tellement la solidité, ce flingue. Franchement, j'espère le garder le plus longtemps possible. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite, en principe, pour la vidéo sur les Coach Guns. Voilà, j'ai pas encore solutionné le problème du stand, mais ça va venir. Donc ça va peut-être pas être visionnable la semaine prochaine, peut-être attendre un peu. Mais en attendant, bon, vous avez de quoi faire avec cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager, liker, abonner, tout le bazar. Commentez, c'est très très bon pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.